Dans l'ombre des poubelles comme dans la lumière des villas, la compassion tisse des liens là où le mépris divise. Sagesse africaine. Dans la ville animée de Port-Novo, au Bénin, où les rues vibraient au son des tambours vaudounes et où les marchés regorgeaient de couleurs et d'odeurs d'épices, se déroulait une histoire complexe mêlant compassion, préjugés et rédemption. Au cœur de cette fresque humaine se trouvaient deux familles au destin opposé, les Adebayo, une famille aisée marquée par la philanthropie, et les Mensah, une mère et sa fille luttant pour survivre dans l'ombre des poubelles de la ville. À travers leurs interactions, leurs conflits et leurs révélations, cette histoire explore les tensions entre richesse et pauvreté, les fardeaux des apparences et la quête universelle d'humanité. Port-Novo, avec ses ruelles sinueuses et ses bâtiments coloniaux délavés par le soleil, était une ville de contradictions. Les quartiers huppés, où les villas modernes s'élevaient derrière des portails en fer forgé, côtoyaient des bidonvilles où des familles survivaient dans des abris de fortune. C'était dans ce décor que vivait la famille Adebayo, composée de Samuel Adebayo, un philanthrope prospère, de son épouse Clara, une femme au cœur généreux mais débordée par ses responsabilités, et de leur fille adolescente, Adeline, une jeune fille gâtée par la richesse mais tourmentée par l'insécurité. Samuel était le président d'une fondation caritative, Lumière d'Espoir, qui aidait les plus démunis à travers des programmes éducatifs et des distributions de nourriture. Sa réputation d'homme juste et généreux le précédait, et son récent contrat d'1 milliard de francs CFA avec une entreprise internationale avait consolidé sa position dans la haute société de Port-Novo. Clara, quant à elle, gérait la maison et soutenait les initiatives de son mari, tout en essayant de maintenir une relation avec Adeline, dont les sautes d'humeur et le comportement condescendant devenaient de plus en plus problématiques. De l'autre côté de la ville, dans un terrain vague jonché de détritus, vivaient Esther Mensah et sa fille de 12 ans, Amélie. Esther, une mère célibataire, avait autrefois rêvé d'une vie meilleure, mais la perte de son emploi et l'absence de diplôme l'avaient réduite à fouiller les poubelles pour collecter des bouteilles et des objets recyclables. Amélie, intelligente et sensible, avait été forcée d'abandonner l'école faute d'argent, et accompagnait sa mère dans ses longues journées sous le soleil brûlant ou la pluie battante. Leur existence était marquée par la précarité, mais aussi par un amour profond et une foi inébranlable en un avenir meilleur. Un matin, alors que le soleil se levait sur Port-Novo, Esther et Amélie traversaient une rue animée, portant des sacs remplis de bouteilles en plastique. Amélie, fatiguée et distraite, s'élança sans regarder, manquant de peu d'être heurtée par une voiture. Le conducteur, un homme d'affaires pressé, klaxonna furieusement. « Tu es folle ou quoi ?» cria-t-il, tandis qu'Esther, paniquée, attrapait sa fille et s'excusait profusément. « Apprenez-lui à traverser la route », ajouta l'homme avant de repartir, laissant Esther tremblante et Amélie en larmes. Clara Adebayo, qui passait par là en voiture, assista à la scène. Elle ralentit, observant la mère et la fille avec une compassion instinctive. « Pourquoi tu les regardais comme ça ?» demanda Adeline, assise à côté d'elle, son ton teinté de mépris. « Ce sont des gens sales, des paysans. » Clara fronça les sourcils. « Ce sont des humains, Adeline, comme toi et moi. » Mais Adeline, habituée à son confort, haussa les épaules. « Je n'aime pas la façon dont tu regardais la petite fille. » Cette brève rencontre marqua le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser la vie des deux familles. Plus tard ce jour-là, Clara croisa à nouveau Esther et Amélie près d'un conteneur à ordures. Esther, épuisée, fouillait les déchets pendant qu'Amélie, fiévreuse, se reposait à l'ombre. Un commerçant du quartier, furieux de les voir près de sa boutique, les chassa brutalement. « Dégagez ! Ce n'est pas un hôpital ici !» cria-t-il. Clara, touchée par la détresse d'Amélie, intervint. « Pourquoi faites-vous ce travail avec une enfant ?» demanda-t-elle doucement à Esther. Esther, les larmes aux yeux, expliqua sa situation. Mère célibataire, sans emploi, elle n'avait d'autre choix que de collecter des déchets pour survivre. Amélie, qui aurait dû être à l'école, l'aidait pour accélérer leurs maigres revenus. Clara, émue, prit une décision impulsive. « J'avais prévu d'embaucher une nouvelle domestique, dit-elle. Compte tenu de l'état de santé de votre fille,
je veux vous donner cette opportunité. Esther, bouleversée, accepta avec gratitude, tandis qu'Amélie, malgré sa fièvre, esquissa un sourire. L'arrivée d'Esther et d'Amélie dans la villa des Adébéyaux fut accueillie avec des réactions mitigées. Samuel, fidèle à sa philosophie philanthropique, soutint la décision de Clara, voyant dans cette embauche une extension de son travail caritatif. Il proposa même d'inscrire Amélie dans la même école privée qu'Adeline, une décision qui visait à offrir à la jeune fille une chance de reprendre ses études. Cependant, Adeline réagit avec hostilité. « Tu laisses des étrangers, des ramasseurs de déchets, vivre dans notre maison ?» protesta-t-elle, son mépris pour Esther et Amélie évident. « Ils sont sales, maman. Je ne partagerai jamais cet espace avec eux. » Adeline, à 15 ans, était une adolescente gâtée par la richesse de sa famille. Elle fréquentait une école prestigieuse, mais ses notes étaient médiocres, résultat d'un manque d'effort et d'une attitude arrogante envers ses enseignants et ses camarades. Elle voyait en Amélie une menace, non seulement à son statut, mais aussi à l'attention de ses parents, qu'elle craignait de perdre. Sa condescendance s'étendait à Esther, qu'elle traitait comme une subalterne, et à Amélie, qu'elle surnommait « la fille des poubelles ». Esther, quant à elle, s'efforçait de faire ses preuves. Elle travaillait avec diligence, nettoyant la maison, préparant des repas savoureux, et veillant à ce qu'Adeline ait tout ce dont elle avait besoin. Mais Adeline la repoussait constamment. « Tu es juste une bonne », lançait-elle, rejetant les tentatives d'Esther de l'aider avec ses devoirs. Amélie, malgré les insultes d'Adeline, restait polie et concentrée. À l'école, elle excellait, obtenant des notes parfaites, ce qui ne faisait qu'attiser la jalousie d'Adeline. Un incident marquant survint lorsque Clara découvrit qu'Adeline avait falsifié ses notes pour cacher ses échecs scolaires. Esther, qui avait remarqué les modifications dans le carnet de notes d'Adeline, alerta Clara, espérant aider la jeune fille à s'améliorer. Mais Adeline, humiliée, accusa Esther d'avoir intentionnellement saboté sa réputation. « Elle l'a fait exprès », cria-t-elle à son père. Samuel, furieux, menaça de renvoyer Esther, mais Clara intervint, plaidant pour qu'on lui donne une chance de s'expliquer. Esther, blessée mais déterminée, jura qu'elle n'avait agi que par souci pour Adeline. Les tensions dans la maison Adébéyaux s'intensifièrent avec l'implication de Jonas, le gardien de la villa. Jonas, un homme superstitieux et frustré par sa propre situation, voyait l'arrivée d'Esther et d'Amélie comme une menace à son autorité. Il accusait Esther de sorcellerie, prétendant que sa présence avait attiré des malheurs sur la maison. « Elle m'a ensorcelé », déclara-t-il à Clara, affirmant que ses investissements financiers s'effondraient depuis leur arrivée. Ces accusations, bien que ridicules, semaient le doute dans l'esprit d'Adeline, qui les utilisait pour justifier son hostilité. Un jour, Adeline, furieuse qu'Amélie ait touché son ours en peluche, l'accusa de l'avoir agressé. « Elle m'a giflé », mentit-elle à ses parents, les larmes aux yeux. Samuel, croyant sa fille, ordonna à Esther et Amélie de quitter la maison immédiatement. Esther, désespérée, supplia pour une seconde chance, tandis qu'Amélie, en pleurs, protesta qu'elle n'avait rien fait. Clara, déchirée, demanda à Samuel de reconsidérer, notant qu'Adeline avait tendance à exagérer. Après une discussion tendue, Samuel accepta de les laisser rester, mais sous surveillance étroite. Pendant ce temps, Esther et Amélie luttaient pour s'adapter à leur nouvelle vie. Amélie, bien qu'heureuse de retourner à l'école, souffrait des moqueries d'Adeline et de ses camarades, qui la surnommaient « la fille des ordures ». Pourtant, elle restait concentrée, obtenant des notes exemplaires et gagnant le respect de ses enseignants. Esther, de son côté, continuait à travailler dur, préparant des plats traditionnels comme le riz au gras et la soupe aigusi, qui ravissaient Clara et Samuel. Mais chaque compliment qu'elle recevait semblait attiser la colère d'Adeline. Un après-midi, alors qu'Esther aidait Clara à ranger la cuisine, Clara sembla absente, les yeux fixés sur Amélie, qui jouait dehors. Esther, remarquant son trouble, demanda doucement, « Madame, pourquoi regardez-vous ma fille ainsi? A-t-elle fait quelque chose de mal ?» Clara, les larmes aux yeux, révéla un secret qu'elle portait depuis des années. Elle avait perdu une fille, Élodie,
morte à l'âge de 10 ans dans un accident de voiture. Amélie, avec sa peau claire et son sourire timide, lui rappelait Élodie de manière troublante. Elle a la même couleur de peau que mon mari, murmura Clara, émue. Esther, touchée par cette confession, consola Clara, lui assurant que Dieu avait un plan pour elles deux. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation, renforçant la détermination de Clara à protéger Esther et Amélie. Elle convainquit Samuel de les garder définitivement, malgré les protestations d'Adeline. Ce sont des êtres humains, Samuel, plaida-t-elle. Et Amélie mérite une chance. Mais Adeline, loin de s'adoucir, devint plus vindicative. Elle sabotait le travail d'Esther, renversant des plats ou cachant des ustensiles, puis l'accusait de négligence. Elle refusait de partager quoi que ce soit avec Amélie, allant jusqu'à déchirer ses devoirs scolaires. Jonas, de son côté, continuait à alimenter les tensions, répandant des rumeurs sur la « sorcellerie » d'Esther. Un jour, il confronta Esther directement, l'accusant de l'avoir maudit dans ses rêves. « Tu me poursuis avec un balai » cria-t-il, provoquant un éclat de rire involontaire chez Esther, qui nia fermement ses absurdités. Malgré ces défis, des moments de lumière commençaient à percer. Amélie, avec sa gentillesse et son intelligence, gagnait lentement le respect de Clara et Samuel. Ses notes parfaites contrastaient avec les échecs d'Adeline, poussant Clara à organiser des séances d'études communes pour les deux filles. Adeline, initialement réticente, commença à remarquer l'aisance d'Amélie en mathématiques, une matière où elle peinait. Un soir, après une dispute, Adeline s'effondra en larmes et s'excusa auprès d'Amélie. « J'ai été méchante, admit-elle. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. » Amélie, avec une maturité surprenante pour son âge, pardonna à Adeline. « Je t'ai toujours vue comme une sœur, dit-elle. » Ce moment de vulnérabilité marqua le début d'une amitié hésitante. Les deux filles commencèrent à étudier ensemble, Adeline s'améliorant grâce à l'aide d'Amélie. Clara, témoin de cette transformation, sentit un poids se lever de son cœur. « C'est un miracle, » murmura-t-elle à Samuel, qui hocha la tête, ému. Jonas, cependant, restait un obstacle. Ses accusations contre Esther devinrent plus agressives, et il tenta de la faire renvoyer en prétendant qu'elle avait volé des objets dans la maison. Esther, indignée, confronta Jonas devant Samuel et Clara, révélant qu'il avait extorqué de l'argent à d'autres habitants du quartier en se faisant passer pour un gardien influent. Samuel, furieux, le licencia sur le champ, mettant fin à ses intrigues. Au fil des mois, Adeline changea. Encouragée par ses progrès scolaires et par l'amitié naissante avec Amélie, elle commença à remettre en question ses préjugés. Un jour, lors d'un projet scolaire commun, elle défendit Amélie contre les moqueries de ses camarades, gagnant son respect. « Tu n'es pas obligée de faire ça, » murmura Amélie, surprise. « Si, je le dois, » répondit Adeline, un sourire timide aux lèvres. Clara et Samuel, fiers de cette évolution, décidèrent de célébrer l'anniversaire d'Adeline avec une grande fête, invitant Amélie et Esther comme membres de la famille. Adeline, pour la première fois, partagea ses cadeaux avec Amélie, offrant un livre qu'elle savait qu'elle aimerait. Esther, émue, remercia Clara pour avoir donné à sa fille une seconde chance. « Vous nous avez sauvés, » dit-elle, les larmes aux yeux. Mais le chemin vers la rédemption n'était pas sans embûches. Adeline, encore fragile, rechuta parfois dans ses vieilles habitudes, critiquant Esther lorsqu'elle se sentait dépassée. Cependant, avec le soutien d'Amélie et de ses parents, elle apprenait à reconnaître ses erreurs et à s'excuser. Samuel, inspiré par cette dynamique, lança un nouveau programme à travers Lumière d'Espoir pour offrir des formations professionnelles aux femmes comme Esther, leur permettant de sortir de la précarité. Un an après l'arrivée d'Esther et d'Amélie, la maison Adebayo était transformée. Adeline, désormais plus humble, excellait à l'école et considérait Amélie comme une sœur. Esther, grâce à la formation offerte par la fondation de Samuel, trouva un emploi stable comme cuisinière dans un restaurant local, lui permettant de louer un petit appartement pour elle et Amélie. Amélie, quant à elle, continuait à briller à l'école, rêvant de devenir médecin pour aider des familles comme la sienne.
Clara, réfléchissant à cette année tumultueuse, réalisa que la présence d'Esther et d'Amélie avait révélé des failles dans sa propre famille, mais aussi leur capacité à grandir. Ils nous ont appris autant que nous leur avons appris, confia-t-elle à Samuel, qui hocha la tête. La perte de leur fille Élodie restait une douleur, mais Amélie, avec son rire et sa résilience, avait ramené une lumière dans leur foyer. Adeline, de son côté, apprenait à voir le monde différemment. Lors d'une visite au marché avec Amélie, elle remarqua une femme fouillant les poubelles et, au lieu de détourner le regard, lui offrit un sourire et une pièce. « C'est ce que tu aurais fait, non ?» dit-elle à Amélie, qui acquiesça, fière. Ce petit geste, insignifiant en apparence, symbolisait un changement profond dans le cœur d'Adeline, autrefois fermé par le mépris. Malgré ses progrès, des ombres persistaient. Jonas, amer après son renvoi, tenta de salir la réputation d'Esther en répandant des rumeurs dans le quartier. Cependant, la communauté, touchée par l'histoire d'Esther et d'Amélie, le rejeta, reconnaissant la générosité des Adébéyo. Esther, quant à elle, luttait parfois avec le souvenir de ses années de misère, mais elle puisait sa force dans l'avenir d'Amélie, qui représentait tout ce qu'elle avait sacrifié. Un jour, Clara reçut une lettre anonyme accusant Esther d'avoir volé des objets dans une maison précédente. Inquiète, elle confronta Esther, qui expliqua que ces accusations venaient probablement d'un ancien employeur malhonnête. Clara, après enquête, découvrit que l'employeur en question avait été condamné pour fraude, innocentant Esther. Cet incident renforça la confiance entre les deux femmes, mais rappela à Clara la fragilité de leur situation. Adeline, quant à elle, faisait face à ses propres démons. Lors d'une dispute avec une camarade d'école, elle fut tentée de retomber dans ses anciens schémas de condescendance, mais Amélie, toujours à ses côtés, lui rappela de rester fidèle à elle-même. « Tu es meilleure que ça », lui dit-elle. Adeline, reconnaissante, s'excusa auprès de sa camarade, prouvant que son changement était réel. À l'approche de l'anniversaire d'Amélie, les Adébéyo organisèrent une fête surprise, invitant ses camarades de classe et préparant un gâteau décoré par Esther. Adeline, dans un geste symbolique, offrit à Amélie un bracelet qu'elle avait elle-même choisi, un signe de leur lien désormais indéfectible. « Tu es ma sœur », murmura-t-elle, les yeux brillants. Amélie, émue, l'enlaça, tandis que Clara et Samuel échangeaient un regard de fierté. Esther, regardant sa fille rire avec Adeline, sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle remercia Clara et Samuel pour leur générosité, mais aussi pour lui avoir appris à croire en elle-même. « Vous m'avez donné plus qu'un travail, » dit-elle. « Vous m'avez donné une famille. » Samuel, inspiré par cette expérience, élargit les programmes de sa fondation, créant des bourses pour les enfants déscolarisés et des ateliers pour les mères célibataires. Il nomma Esther ambassadrice de l'un de ces programmes, reconnaissant son courage et sa résilience. Amélie, quant à elle, devint une figure d'inspiration à l'école, encourageant ses camarades à persévérer malgré les obstacles. L'histoire des Adébéyo et des Mensa ne se termina pas sans défi. Adeline, bien qu'améliorée, savait qu'elle devrait continuer à travailler sur elle-même pour surmonter ses préjugés. Esther, malgré son nouvel emploi, restait vigilante, consciente que la précarité pouvait ressurgir. Clara et Samuel, quant à eux, apprirent à équilibrer leur philanthropie avec leur rôle de parents, s'assurant de guider Adeline sans l'étouffer. Mais au cœur de ces incertitudes brillait une vérité, la compassion, bien que parfois imparfaite, avait le pouvoir de transformer des vies. Esther et Amélie, autrefois rejetées comme « ramasseuses de déchets », étaient devenues des membres précieux de la communauté des Adébéyo. Adeline, autrefois prisonnière de son arrogance, avait découvert l'humilité à travers l'amitié. Et Clara, hantée par la perte de sa fille, avait trouvé dans Amélie une lueur de réconfort. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Port-Novo, Clara s'assit dans le jardin de la villa, regardant Adeline et Amélie rire ensemble. Elle pensa à sa fille Élodie, à la douleur qui ne s'effacerait jamais, mais aussi à la beauté qui pouvait naître de la souffrance. Peut-être que tout cela avait un sens, murmura-t-elle, un sourire triste aux lèvres. L'histoire de ces deux familles, tissée de conflits, de malentendus, et de rédemption, était loin d'être terminée.
Mais dans les rues de Port-Novo, où les tambours continuaient de résonner et où les étoiles brillaient au-dessus des bidonvilles comme des villas, une chose était claire, l'humanité, dans toute sa complexité, trouvait toujours un moyen de triompher.